toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi 7 avril 2022, BDBest est en balade à Forêt. Donc nous allons rencontrer un auteur pour une nouvelle capsule de Derrière la palette. Une petite idée. Quand ces pin-ups sont célèbres, en quelques instants, auteur des pin-ups, auteur de plein d'autres choses et dernièrement une petite fortune qui semble d'ailleurs lui sourire depuis pas mal d'années. Nous avons l'immense plaisir d'être accueillis dans l'atelier de notre ami Philippe Berthet. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu es prêt pour une petite interview? Oui, tout à fait. Nous allons faire ça alors. Et donc, né en 1956, quasi un demi-siècle de carrière. Ça, c'est justement la question qu'il ne fallait pas poser. Qu'il ne fallait pas poser. Bon, écoute, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas spécialement, mais c'est pas grave. Comme je sais que tu as regardé un peu la capsule que nous avions réalisée avec Alain Dautier, Oui. Je te confirme donc qu'effectivement, ce sera ton voisin lors du Waterloo BD Festival. Oui, je suis au courant. Oui. Ça va être superbe. La première question, elle est toujours assez traditionnelle. Philippe, en 3 mots, il se résumerait comment? Pas évident, hein. Je dirais impatient, distrait et maladroit. Impatient, distrait, maladroit. Tout se tient, hein. Oui, si tu le dis. Mais en tout cas, c'est pas trop ce qu'on voit quand on regarde ta bibliographie. Ça m'empêche pas quand même de dessiner, mais je veux dire, c'est vrai que maintenant, ne fût-ce que bricoler, c'est devenu une catastrophe. Voilà, et puis je suis effectivement grand distrait, quoi. C'est pour ça que tu déménages très très loin avec un nouvel atelier. Tu vas avoir plein de choses à bricoler là pourtant. Il faudra que je m'y mette, hein, effectivement. Je suis pas mauvais bricoleur, mais bon, voilà. Donc non, c'est prévu. Il y aura effectivement pas mal d'aménagements à faire. Bon, je me suis un peu plongé dans ta biographie. Ça fait quand même déjà pas mal d'années maintenant que l'on se connaît. J'avoue que tu dessines dans tous les genres, des histoires aussi bien des séries que des one-shots. Tu as fait énormément de choses. Y a-t-il encore un projet, je ne vais peut-être pas parler de la fortune sur laquelle tu es maintenant, y a-t-il encore un projet que tu aurais aimé ou que tu aimerais dans les années futures réaliser et que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire par manque de temps? C'est toujours pareil, hein. Chaque album, on a envie de le faire, mais on n'a pas toujours... effectivement, le manque de temps, c'est récurrent. Mais je n'ai pas de sujet précis ou d'envie précise. Peut-être que ça ne me déplairait pas de faire un plus long récit que 60 pages, peut-être à 80 ou 100 pages. Mais alors avec moins de cases, un récit plus aéré, qui n'aurait rien à voir avec ce que je suis en train de faire actuellement, qui est vraiment un truc très très dense, très touffu. Et ça me plairait bien. J'ai un projet, mais je ne connais pas encore les tenants et les aboutissants avec Jean-Luc Fromental, avec lequel on avait fait de l'autre côté de la frontière, et on s'était vraiment bien entendu. Et donc, après le 3e tome, sur lequel je suis en train de travailler, de La Fortune, en principe, je vais retravailler avec Jean-Luc. Donc, si je comprends bien, si on laisse traîner la caméra plic-ploc, on va découvrir certaines cases du tome 3, alors. Ça, faut pas spoiler, hein. Comment est né ce projet, au fait, avec Jean Van Hamme? Alors, moi, j'y suis absolument pour rien, dans le sens où, en fait, il y a la remise du prix Diagonale il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans, 2 ans 3 ans. C'était Catel qui était Grand Prix. Et donc, José-Louis Bocquet était là. Et à un moment donné, il m'a pris à l'écart. Il m'a dit, écoute, Philippe, j'ai un gros projet à te proposer. J'ai envie d'en parler qu'à toi pour l'instant. Voilà, il m'explique que Jean voulait donner un passé à ces personnages, enfin aux personnages de l'Argot. Et donc c'était une trilogie, etc. Donc voilà, il me dit, écoute, est-ce que ça peut t'intéresser? Au départ, j'étais un peu... je lui dis, écoute, moi, l'idée, pourquoi pas, mais je voudrais quand même voir au moins le premier scénario, à quoi ça ressemble et tout. Et puis j'ai lu le scénario de Jean, et j'avoue que j'ai été vraiment capté par ce côté saga historique, justement quelque chose que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent. Et donc, je me suis lancé dans l'affaire,
Mais bon, le premier tome se passe au 19e siècle, et moi j'avais jamais dessiné le 19e siècle. Donc des calèches, des fiacres, donc c'était un boulot particulièrement difficile pour moi, parce que j'ai eu un travail de documentation énorme sur les vêtements, tout. Et du coup, après 3-4 pages, ma compagne Dominique m'a dit tu veux pas que je m'occupe de la documentation? Je dis oui, ça me dépannerait bien. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a dit mais si tu veux, moi je veux bien faire tes décors. Et donc en fait maintenant on travaille vraiment à 4 mains sur les albums. Et c'est assez amusant parce que d'ailleurs vous voyez les pages sont Oui. coupées en deux parties. Généralement elle travaille sur une partie, moi sur l'autre. Alors parfois c'est elle qui installe le décor dans lequel je vais greffer mes personnages, ou inversement, quand ce sont des plus gros plans, je crée mes personnages et elle va décorer derrière, quoi. Qui Voilà. préfère quoi? Les personnages, c'est pour toi, les décors, c'est pour Dominique, ou bien vous répartissez de temps en temps? Non, non, c'est j'ai envie de vraiment... faire ce paysage-là, ça m'intéresse. Non, Et- en fait, globalement, c'est vraiment elle qui s'occupe de tout l'aspect décor, quoi. Elle aime bien faire ça, en plus, tant mieux, parce que moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est vrai que c'est la première fois, ça fait longtemps qu'on a envie de travailler ensemble. Et au départ, je pensais qu'elle m'écrirait une histoire et puis en fait, ça s'est passé autrement. On travaille vraiment physiquement sur les mêmes planches et c'est très agréable, quoi. Bon, on se connaît par cœur, elle connaît mon dessin, donc je veux dire, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, quoi. Donc on pourrait peut-être, petit aparté, on pourrait peut-être un jour avoir donc un Sylvie Olivier, un Dominique Philippe également, parce que bon, dernièrement il me semble qu'il y a un autre couple célèbre de la bande dessinée belge qui a sorti Il a fait Assassin. Oui, C'est tout à un fait. superbe travail de collaboration. Ça vous donne pas envie de vous y mettre? Sérieusement alors? Mais manque de temps, Manque de temps. c'est toujours pareil. Quelle idée! Donc, avant que donc Dominique faisait les couleurs des derniers bouquins, de moins bien 5-6 bouquins avant. Et là, elle m'a dit, écoute, moi je peux pas faire à la fois les décors et les couleurs. Donc là, c'est comme ça qu'on a pris une coloriste. Mais c'est maintenant qu'elle fait des décors, elle n'a pas le temps de m'écrire une histoire. Et enfin bon, voilà, c'est toujours la même chose. C'est pas la première fois que tu travailles avec Jean Van Damme, ou en tout cas en collaboration, parce que tu avais fait également un 13 Mystérie. Oui, où mais il là- était simplement Oui. chef de projet, je dirais. Oui, c'est ça. Et En fait, voilà, tu avais ton propre- je travaillais surtout avec Éric Corbéran. Jean a surveillé le scénario, mais une fois que le scénario était validé, il nous a foutu une paix royale. C'était... Et ici, en contact plus direct, comment est-il lorsque tu travailles avec lui? Il est fort présent dans... Mais écoute, j'avais un peu peur de ça, parce que comme je n'avais jamais travaillé avec lui, et qu'il pourrait être mon père quasi, je veux dire, j'étais quand même un petit peu impressionné au départ. Et très vite, ça s'est très bien passé. Il est pas du tout directif. Il a un regard très pointu. Donc toutes les remarques qu'il fait sont la plupart du temps tout à fait justifiées et pertinentes. Mais j'avoue que globalement, il a l'air plutôt content de notre travail à tous les deux, et il nous encourage donc régulièrement, quoi. Donc non, ça se passe bien. Il te remet son scénario, il a déjà prévu le découpage des planches, ou bien tu es également libre, enfin vous êtes également libre, puisque c'est... Voilà, sur la caméra, une page de scénario de Jean. Ah oui, d'accord, oui, donc tu as quand Donc même pas mal de liberté. C'est découpé entièrement case par case, Case. avec chaque fois les dialogues Des personnages des et, voilà. Et des descriptifs éventuels, hein, parce que parfois il est précis aussi dans sa description. C'est rassurant pour toi d'avoir un scénariste qui travaille de cette manière-là? Ouais, la plupart des scénaristes avec lesquels j'ai travaillé faisaient ça. Hein. Là, la différence, je dirais, c'est que Jean, il écrit entièrement son scénario. Mhm. Quand je travaillais avec Yann, il travaillait parfois séquence par séquence. Il me donnait 10 pages de découpage, et puis quand j'avais fini, il me donnait les 5 suivantes, quoi. Donc là, c'était plus embêtant parce que je ne savais pas exactement où on allait. Ouais. Donc parfois, je devais un peu improviser. Mais sinon, la plupart du temps, quand je reçois un scénario, c'est quand même découpé
par case. Il y a juste le scénario que Philippe Forster m'avait écrit pour Chien de prairie, où il avait découpé en planches, mais pas case par case. Donc là, il m'a laissé entièrement la liberté, quoi. La liberté. Dans ta carrière, qui est quand même fort riche, tu es passé par pas mal de stades. Tu as été donc scénariste aussi de certains de tes propres BD. Tu as eu ta collection. Et depuis, tu penses que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire ou Non, justement, j'ai encore envie de faire plein de choses. Mais quoi, je sais pas. Je veux dire, ce sont des choses qui vont arriver. Là. C'est un peu comme le projet sur lequel je suis. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Je pense que le hasard est bon, quoi. Donc là, j'attends de voir ce que va me proposer Jean-Luc. J'espère que ça me bottera. Mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter du tout. Ton trait et ton dessin te sont propres. C'est clair, c'est net, on peut pas trop. C'est ce qu'on me dit, oui. Je sais pas quelque chose que je décide. C'est comme ça. Quels ont été tes modèles ou tes dessinateurs qui t'ont le plus inspiré? Alors, en fait, quand je suis arrivé à l'atelier de BD de Saint-Luc, L'atelier, je connaissais presque exclusivement la BD européenne. Ouais, Tata, Spirou, je veux dire... et là, j'ai découvert pas mal des Américains. Par exemple, Alex Stotz, qui m'a toujours impressionné, Will Eisner, mais aussi des dessinateurs italiens comme Sergio Topi. Donc, en fait, je suis passé par plein de La Fuente, par plein d'influences comme ça. Donc, de temps en temps, je faisais une petite histoire qui était plus à la Topi, une autre fois à La Fuente. Et puis, tout ça s'est décanté progressivement, effectivement. Et puis, on est arrivé à mon trait actuel, quoi. Mais qu'encore une fois, qui n'est pas du tout prémédité, c'est quelque chose, c'est venu progressivement, quoi. Une sorte de maturation progressive, quoi. En 1992, tu parlais notamment pour une bande dessinée où tu t'étais lancé dans les westerns. Tu avais expliqué que pour les Chiens de prairie, le challenge pour toi, ça avait été de dessiner un cheval parce que c'était pas du tout ton dada, sans vouloir faire de jeu de mots. Bon, comment te sens-tu maintenant avec les chevaux? Parce que tu as dû en dessiner quelques-uns. Oui, bien sûr. Oui. Dans le tome 2, ça va mieux. Il y a quand même encore une calèche qui tombe dans un ravin au début. Mais non, déjà sur le western avec Philippe, j'avais eu l'occasion quand même de décanter le problème du cheval. Et du coup, là, quand je suis revenu ici sur La Fortune, ça a été... J'ai vraiment pas eu de souffrance particulière. Non, mais le plus difficile pour moi, c'est pas tellement de dessiner le cheval, c'est de dessiner le cavalier sur le cheval. Parce qu'il y a des raccourcis de jambes qui sont pas évidents. Et c'est là où je chipote un peu, quoi. Il suffit de le faire tomber tout le temps, voilà. Les cavaliers. Mais c'est peut-être pas idéal non plus. Le tome 2 sort d'ici quelques jours. Le 6. Tu peux nous en dire un peu plus sur le scénario? Ah oui, bien sûr. Donc ici, on passe encore nouveau, je sais pas quoi, une cinquantaine d'années. On arrive en 1910. Et alors, l'histoire va brasser une grande page de l'histoire américaine, puisque on va avoir américaine et européenne, puisqu'il va y avoir toute une séquence qui va se passer pendant la guerre de 14-18. La fille de Milan, il a eu Lisa et Thomas. Et donc, en fait, on va s'attacher à ces deux personnages-là. Lisa est une folle d'aviation, et donc elle va, avec sa mère, entrer en guerre, participer à la guerre de 14-18. Donc, il y a des combats aériens épouvantables, on a souffert comme des malades. Et alors, c'est marrant parce qu'il utilise les dons, justement, Jean utilise les dons de la maman, dont j'oublie le nom tout à coup. Elle est tireuse d'élite. Et donc, dans ces vieux coucous de la guerre 14-18, il y avait pas encore vraiment de mitrailleuse. Et donc, il y avait un cockpit à l'avant de l'avion. Oui, et avec quelqu'un avec une carabine. Avec une carabine. Et donc, il utilise les dons de la maman, Julie Lafleur, pour tirer. Et donc, elle vole avec sa fille, quoi.
Et alors, parallèlement à ça, alors il y aura aussi une rencontre avec le Baron Rouge, forcément. Et parallèlement à ça, on va suivre aussi Tom aux États-Unis, qui est un gros glandu qui n'en fout pas une, mais qui un jour, alors on passe des années, on va arriver aussi à la Prohibition, et puis après on va arriver au crack de 29. Ouais. Et à l'occasion du crack de 29, Tom, tout à coup, ping, il a une idée de se lancer dans les affaires de la finance. Et donc, il profite de la dépression pour racheter des boîtes et des machins à bas prix, et il se fait une fortune comme ça. Donc voilà. Bon, on va pas trop en dire non plus. Mais voilà, c'est à peu près... Mais donc voilà, on va jusqu'à la Prohibition, et plus ou moins... Par rapport à toutes les BD que tu as lues, parce que j'imagine que tu as dû en lire aussi pas mal, en dehors des tiennes, quelle était celle qui t'a le plus marqué ? Si tu devais en retenir qu'une seule, quelle serait-elle ? Je vais peut-être pas être très original, mais moi j'avais vraiment flashé sur la balade de la mer Salée, de Pratt. Alors, je vois que tu as en dessous de ta farde, là en dessous, Largo Winch le 18. Ah oui. Tu as beaucoup été pêché dans les Largo Winch pour... Alors ça, je vais expliquer, parce qu'en fait, Largo Winch, moi j'ai peut-être lu les 2 ou 3 premiers albums. Qui sont peut-être essentiels pour voir effectivement... Je n'ai pas suivi la série. Et il était d'office prévu avec l'éditeur qu'il était hors de question qu'on me demande de dessiner à la façon de Philippe Franck. Il fallait que ce soit... On dit, mais non, on veut du Berthet, sinon c'est pas intéressant pour nous non plus. Donc... Et alors, ici, ce 18, c'est parce que dans cet album-là apparaît Nerio, le personnage, le père de Largo. Et... enfin, le père, il est adopté. Le père adoptif. Et donc, en fait, Jean voulait absolument que mon Nerio ne ressemble pas à celui de Philippe. Ah ! Donc, n'ayant pas l'album, on me l'a envoyé pour que je puisse voir à quoi ressemblait Nerio de Philippe Franck. Non, pour des histoires de droit, oui, mais parce que dans le tome 1 et 2 aussi, tu as Nerio qui apparaît clairement. Oui, dans quelques cases. Dans quelques cases. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ce bouquin ici, c'est parce que il fallait que je me détache, graphiquement du Nerio de Philippe, quoi. Y aurait-il des scénaristes avec qui tu auras encore envie de travailler ? Comme ça, a priori, pas particulièrement. Non, je ne sais pas de... Fabien Nury, peut-être. Mais... Avec un thème particulier ? Le problème de Nury, c'est que lui, c'est souvent très historique et c'est pas quand même tout à fait ma tasse de thé. Alors, une période particulière, peut-être, oui, dans laquelle tu te sens plus à l'aise. Moi, ma période de prédilection, effectivement, j'ai quand même pas mal exploré, c'est les années 50 américaines, quoi. Oui. Mais bon, il faudrait changer un peu, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bon, on essaye de ne jamais trop dépasser le quart d'heure. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Ah bon ? Oui, ça n'a pas l'air comme ça. Donc voilà. J'avais vu ici, en jetant un petit coup d'œil, que tu avais reçu un prix BD Carrefour Grand Public 2021 pour le tome 1. Quel curieux ! C'est pas moi qui... Non, je suis pas curieux. Ça traîne là sur le... Ben oui, on a eu la surprise. Je ne savais même pas que Carrefour attribuait des prix. Apparemment, c'est depuis 2-3 ans. Oui, nous on avait voté pour toi. Ah bon ? Et voilà, apparemment, on a eu le maximum de voix et on a eu ce prix. Tu avais reçu aussi d'autres prix. Il me semble que tu as également reçu le prix Saint-Michel. Oui, le prix Saint-Michel et le prix Diagonale. Voilà. Chaque fois pour l'ensemble de mon œuvre, ce qui me gonflait prodigieusement. Oui, justement, j'allais te poser une question. Quand tu reçois un prix pour l'ensemble de ton œuvre, ça ne fait pas un peu quasiment un titre posthume ? Oui, c'est un peu ça. Stressant. Oui, non, c'est vrai que ça, à chaque fois, ça me donne un coup de vieux, quoi. Un coup de vieux. Mais écoute, tu déménages bientôt, tu vas aller au soleil, ça va t'inspirer des histoires également ? Alors, soyons clairs, on a effectivement une maison en Provence et le but, on a fait agrandir la maison justement pour avoir un atelier, pour pouvoir y travailler donc pouvoir y séjourner plus longuement. Mais on n'a pas du tout l'intention de quitter Bruxelles à plein temps.
D'ailleurs, on est en train de réorganiser la maison pour que notre fille et son compagnon viennent vivre ici aussi. Donc on va se partager l'atelier. Et on va une sorte de colloque, quoi. Ouais, ça va être ça peut être dynastie, sympa. un atelier familial. D'autant plus que Mado va faire les couleurs du troisième album. Ah. C'est elle qui reprend les choses. Donc, voilà, elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas encore de scan, mais en principe, c'est elle qui s'en occupe. Donc, ça sera pratique qu'elle soit ici aussi, parce que bon, si elle hésite sur un coin de porte ou un chambranle ou un machin, on peut lui expliquer, c'est plus facile. Bon, nous qui avions espéré, on s'était dit, bon, à la limite, si on retourne une deuxième capsule avec Philippe ou sur Dominique, on sera obligé de descendre dans le sud de la France. Ah, mais vous êtes les bienvenus, c'est pas le problème. Du soleil et de l'occasion. Mais écoute, on va te remercier de nous avoir accueillis dans ton atelier. Pas de souci. Le chien a été très calme finalement. Il est sous la table. Donc voilà, écoute, je pense que nous allons donc bientôt nous revoir effectivement au Waterloo BD Festival. Nous serons heureux, je serai tout particulièrement heureux de pouvoir t'y accueillir. Ça sera quasiment, je pense, la première séance de dédicace de l'album. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup avant, il y en aura peut-être une ou deux avant. Je dédicace le 13 à la galerie Ziggurat. Et puis je dédicace le 21 à Waterloo. Donc voilà, donc on va être les deuxièmes. Le 28, je vais à Paris, le 27 à Paris et le 28 à Nancy. C'est ce qui est prévu pour l'instant. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Je pense que je ne vais pas rajouter beaucoup de dates parce que comme je déteste dédicacer. Ouais. Et donc, un tout grand merci et donc à très bientôt. Mais oui, à bientôt. Dominique, merci beaucoup de nous avoir accueillis aussi. Même si, vous savez évidemment, j'ai déjà une petite idée du prochain. Ça ne sera pas tout de suite. On va prendre un petit peu de vacances, un peu. Et puis, le Waterloo BD Festival nous demande énormément de préparation. Il est très très bien lancé. Ça sera plein. Je vais maintenant digérer. Je vais attendre patiemment le 6. Je ne vais pas me tromper. Pour lire le tome 2. Et d'ici là, la lecture, profitez du temps. Et s'il fait trop mauvais, relisez le tome 1. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Voilà. Super. Je mets un nom ou... Thierry. Thierry.